Alors, bonjour chers amis, une petite vidéo expérimentale. Bon, je suis contente moi de passer ce moment-là avec moi, avec vous. Du coup, c'est un peu curieux ces histoires de vidéos quand même. En fait, on est seul avec soi, on a des idées qu'on a envie de partager, des expériences, des réflexions. Et on se dit, tiens, je vais faire une vidéo, mais voilà, le nouveau monde un petit peu transhumaniste, où on se retrouve seul à communiquer avec soi-même. Voilà, petite réflexion au passage. Donc en fait, demain j'ai une chronique radio à préparer sur le domaine, sur le thème de la psychologie sociale. Et je me disais, tiens, je traiterais bien le domaine de l'influence minoritaire, innovation, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que des groupes restreints vont faire changer la majorité. Voilà, en gros c'est ça. Donc, on est dans la catégorie de la psychologie sociale. Donc ça, j'avais déjà un petit peu expliqué. C'est à cheval, c'est une connexion entre le domaine de la psychologie et le domaine de la sociologie. Donc en gros, c'est la psychologie des foules, où c'est les phénomènes sociologiques qui vont influencer notre psychologie, notre psychisme. Donc, dans ce domaine, on va avoir des recherches dans le domaine de la psychologie sociale. Il y a plusieurs recherches sur l'influence sociale, je dis un petit peu. Il y a des recherches sur les individus et les groupes, comment les groupes se constituent, les performances dans les groupes. Il y a des domaines de recherche dans les relations et représentations intergroupes. Alors là, ça va être tous les travaux sur les perceptions sociales, les stéréotypes, théorie du conflit objectif d'intérêt, la catégorisation en actes. Alors, tout cela est absolument passionnant, on ne va pas tout voir aujourd'hui. Et il y a enfin le domaine des représentations sociales, sur lequel j'avais fait mon mémoire de DEA, de recherche, les représentations sociales. Donc on était sur le domaine des cognitive maps, comment les usagers des transports percevaient la ville. Et donc là on était sur des représentations sociales de la ville en fonction du mode de déplacement que l'on utilise majoritairement, que ce soit que l'on soit majoritairement piéton, cycliste, qu'on se déplace majoritairement en vélo dans la ville. Et je vous assure que pour l'époque, c'était novateur dans les années 90, début 90 à Bordeaux, et où qu'on se déplace en transport en commun ou qu'on se déplace en automobile. Et effectivement, nous n'avions pas du tout la même perception de la ville en fonction de ces différents modes de transport et la perception des usagers. Bon, bref, donc ça c'était mon travail sur les représentations sociales. Dans le domaine de la psychologie sociale, on a aussi des travaux sur ce que l'on appelle les processus d'attribution, l'effet acteur, l'effet observateur, l'attribution de ses échecs et de ses succès. Là, on parlera de normes d'internalité, normes d'externalité. On a aussi le domaine des théories implicites, le domaine de la norme d'internalité, les théories de l'équilibre cognitif. Donc là, on pense aussi évidemment équilibre cognitif, dissonance cognitive, qui est un peu plus connue. Les théories de l'engagement, donc est-ce que j'ai des conduites parce que j'ai des valeurs, ou est-ce que justement j'en arrive à changer mes valeurs ou mes idées en fonction des actes qu'on m'amène à poser. Et ensuite, il y a tout le domaine de l'idéologie et du système de croyance qui est intéressant aussi. Donc aujourd'hui, nous allons nous limiter puisqu'il faut bien faire des choix. Et oui, je sais, c'est frustrant, mais la vie est vaste à connaître et c'est un réel et incessant, comment dire, une frustration. Non, vaut mieux voir le verre à moitié plein. C'est continuellement des connaissances à découvrir et cet univers est absolument passionnant. Donc, en ce qui nous concerne, l'influence minoritaire ou les influences minoritaires et l'innovation. Donc au démarrage, on avait les travaux des fonctionnalistes aux États-Unis qui ont été un peu discutés, remis en question par Moscovici dans les années fin 70, début 80. Il a fait des livres, Moscovici, qui s'appellent La psychologie des minorités actives, La psychologie de la conversion, Le déni et la raison, tout un programme.
Alors, pour les fonctionnalistes, pour eux, on va dire c'est simple, c'est-à-dire que la source d'influence, c'est les gens qui ont une fonction d'autorité ou de pouvoir. Par exemple, des leaders, des chefs, des autorités charismatiques. Donc aujourd'hui, on dirait des influenceurs, des leaders, des personnes qui sont populaires dans un groupe, un chef, un supérieur hiérarchique, une autorité prestigieuse. Alors si on pense aux travaux de Milgram, on savait bien qu'ils avaient mis un acteur qui jouait le médecin, qui était en blouse blanche dans une université prestigieuse. Donc ça, effectivement, on a une fonction d'influenceur. Et une majorité numérique censée représenter les normes dominantes. Alors, on part du postulat que ces gens qui occupent une place centrale, ces leaders d'opinion, vont être les influenceurs, vont être vecteurs d'influence. Des portiers, si on reprend le terme de Lewin, c'est-à-dire que ces gens vont être capables d'ouvrir des portes ou de maintenir fermées des portes d'information. Donc l'information passe ou ne passe pas, mais en tout cas, ces personnes-là vont avoir des canaux privilégiés. Alors si on repense à l'expérience sur les habitudes alimentaires de Lewin, après la Seconde Guerre mondiale, sur les ménagères américaines, là on peut dire que les portiers, les portières, c'était les ménagères, puisque c'est elles justement qui allaient induire le changement des habitudes alimentaires. Alors, donc les modalités de l'influence, dans ce schéma, on observe que l'influence, elle est unilatérale. En gros, elle est descendante, elle est dissymétrique. D'en haut, de la personne qui a le pouvoir, vers le bas. Sa fonction principale, c'est le contrôle social, que ça fonctionne socialement, en gros un peu la reproduction, dirait Bourdieu. Et ses effets principaux sont la conformité, le groupe va se conformer, le consensus, ils vont se conformer et cela va générer un consensus ou alors ils adhèrent au consensus de ce leader. L'exclusion dans certains cas, en cas d'échec, et les diverses formes de stigmatisation ou de disqualification qui l'accompagnent. Alors, la personne qui est en position de pouvoir, leader, le populaire, la majorité numérique, le chef, le manager, la personne qui a du charisme, ont une source d'influence, donc ils vont influencer, ce qui va se traduire par un changement d'attitude et ou de comportement chez les personnes. Si ça ne fonctionne pas, s'ils ne veulent pas, il y a exclusion des déviants. Et le résultat pour la majorité qui se conforme, c'est le conformisme justement en termes de comportement ou le consensus en termes de valeurs ou de normes. Alors, on peut faire plusieurs remarques par rapport à ce schéma des théories fonctionnalistes. C'est-à-dire que pour cette théorie, l'influence égale pouvoir. Donc les agents d'influence occupent des positions de pouvoir, donc l'influence est quasi synonyme de pouvoir, ce qui exclut toute possibilité d'influence émanant d'autres personnes ou du groupe. On retombe un peu sur la reproduction. L'influence égale unitéralité, l'influence est unilatérale, asymétrique. Il y a là un agent actif et un autre passif qui se soumet et accepte. Or, ce n'est pas le cas, l'influence, elle est symétrique et elle ne vise pas que le contrôle social. Et oui, il y a des influences hautes. On va ranger sous le terme de déviants des réalités très différentes. Les marginaux, qui sont plutôt porteurs de valeurs alternatives ou en tout cas différentes, on sous-estime le fait que ces minorités puissent être des sources importantes d'influence. Donc on confond marginalité, le vrai déviant et l'innovation. Alors, donc si on s'en tient à ce schéma fonctionnaliste de l'influence, la déviance serait toujours négative alors que certaines déviances deviennent par la suite des majorités. Les agents d'influence ne peuvent être que des représentants de normes, sinon ils n'auraient pas de position de pouvoir. Voilà. Alors, c'est pour ça que Moscovici, il s'intéresse à l'origine du pouvoir et du changement. Donc, parce que c'est une question qui reste non résolue, la question du changement.
Puisque dans la vie, tout n'est que changement. Il n'y a qu'à voir, on est au printemps, je regarde la nature, mon jardin. J'ai la chance d'avoir un jardin depuis peu que je savoure. La vie n'est que changement, que résilience. Nous venons au monde pour mourir. Et toute la vie n'est que dynamique. D'ailleurs, c'est ce que on l'en voit aussi avec Isabelle Mansuy, qui est un professeur en biologie et qui travaille sur l'épigénétique, qui démontre bien à quel point l'épigénome est dynamique et non pas statique. Alors voilà, donc si on revient dans le domaine de la psychologie sociale et des normes, mais là aussi, il y a peut-être quelque chose de dynamique de l'ordre du changement. Comment les normes dominantes s'imposent à une minorité et comment les normes deviennent dominantes. Alors c'est vrai que ce modèle, il ne nous explique pas non plus comment les leaders deviennent leaders. Comment les normes changent. Et dans les groupes restreints, finalement, on observe aussi que c'est une succession de leadership. Et même dans les organisations, voilà. C'est notamment pour répondre à cette question qu'ont développé depuis les années 80 en France les recherches sur l'influence minoritaire. Une minorité va influencer aussi un changement. Alors si on prend un exemple, l'exemple dans le domaine de la psychologie, je dirais plutôt psychanalyse, Papa Freud, à l'époque il a présenté ses théories sur l'hystérie et il avait constaté que certaines de ses patientes, enfin la majorité des patientes qui démontraient des syndromes de conversion, comme on les appelait à l'époque, des hystéries, avaient subi des abus sexuels dans l'enfance. Donc il a présenté cette théorie qui a fait un tollé à l'époque. Et finalement, on voit aujourd'hui que depuis les années 1900, cette théorie psychanalytique a fait beaucoup d'émules et est devenue dominante. Puisqu'aujourd'hui, quand on parle de psy, on pense surtout psychanalyse. Alors, a priori, on s'est demandé qu'est-ce qui avait pu faire de ce changement minoritaire qui avait fait un tollé à l'époque à quelque chose de dominant, une norme répandue. A priori, Moscovici fait une hypothèse que ce serait la consistance des minorités, c'est-à-dire une certaine permanence dans le temps des opinions et des positions. Peut-être ce serait une des origines de l'influence minoritaire. En tout cas, il va faire des expériences pour observer si c'est le cas ou pas. C'est-à-dire que cette minorité a fait preuve de constance durable dans ses opinions. Alors, pour cela, Moscovici a travaillé d'abord en laboratoire, il a fait des travaux expérimentaux qui, on va parler déjà de son expérience sur la perception des couleurs. Alors évidemment, les couleurs, c'est subjectif, pas la perception bien sûr qui dépend d'une longueur d'onde émise et reçue par l'organisme, par la rétine, mais le mot qu'on lui attribue, et quelque part comment on va percevoir ou comment on va s'entendre, comment on va définir cette couleur. Alors, première expérience. On construit une dizaine de diapositives échelonnées du bleu au vert, selon les longueurs d'onde. On s'assure évidemment que dans le groupe que l'on va évaluer, il n'y a pas de sujet daltonien. Et on introduit 2 compères parmi 6 qui verront vert 9 fois sur 10 ou 10 fois sur 10. Donc 2 compères parmi 6 dans chaque groupe, évidemment, comme les expériences, vous le savez bien, on prend plusieurs personnes différentes, on reproduit sur les mêmes groupes, on reproduit avec des personnes différentes, le même protocole expérimental, et ensuite on fait des analyses de données statistiques pour observer s'il y a des différences significative ou pas, du hasard, hein, c'est différent du hasard. Si c'est pas du 50%, et si finalement nos ACP, nos AFD, nos analyses en composantes principales et voilà, différents traitements de données statistiques nous permettent de repérer s'il y a quelque chose qui fait sens. C'est comme ça qu'on évalue aussi les médicaments et c'est comme ça qu'est construite la science.
à laquelle n'échappent pas les sciences humaines. Alors, donc voilà, pas de sujet daltonien, bien sûr. Et ces sujets vont voir vert, indépendamment de la couleur proposée et indépendamment de ce que les autres voient. Alors évidemment, on s'intéresse aux réponses des si naïfs, puisque les autres, on les connaît, puisque ce sont nos compères. À première vue, donc ah oui, ça c'est bon, à différencier de l'expérience de H, mais je ne vous ai pas encore parlé. Donc en gros, il fait une différence par rapport à l'expérience de H, où là c'était une influence du plus grand nombre, c'est-à-dire qu'on avait introduit beaucoup plus de compères, plus grand nombre de compères que de naïfs, et tous mentaient. Et donc on a vu que les personnes se ralliaient effectivement au plus grand nombre. Donc là on n'est pas sur la même chose, puisque en termes de nombre on est minoritaire, 2 sur 6. C'est pour ça qu'il a fait ce choix. Et on a une minorité nomique par les normes qu'elle défend, c'est-à-dire une minorité, c'est des personnes qui vont dire qu'elles voient vert même quand c'est bleu. Alors les résultats. Les gens ne remarquent pas véritablement qu'il y a de la dissidence interne, qu'il y a des infiltrés, en gros. Comment est-ce qu'on dirait, opposition contrôlée aujourd'hui? Et on observe 2 modalités d'influence sur les naïfs, c'est-à-dire on a une influence immédiate, directe. À peu près au bout de 15 minutes, on voit une augmentation de l'ordre de 10 à 15% des réponses vertes. Donc il y a un sous-groupe de personnes ou de réponses des personnes qui ont été influencées dans les 15 premières minutes de l'expérience, alors qu'il n'y a absolument aucune pression. Ces 10% de gens ne se rendent pas compte qu'elles sont influencées. Pour elles, elles sont sincères, elles sont authentiques, elles disent vraiment la couleur qu'elles perçoivent. Sauf qu'en fait, dans le temps, les choses changent. C'est cette deuxième modalité d'influence qui a le plus retenu l'attention. Donc, dans la deuxième que je vais vous lire, on mesure les seuils de discrimination chez les sujets naïfs entre le vert et le bleu. Les seuils de discrimination. Comment ils discriminent? Est-ce qu'ils discriminent de la même façon qu'avant ou pas? Et on observe que relativement à un groupe témoin, ce seuil s'est déplacé vers le vert. Tiens. Groupe témoin, quand c'est vert, ils disent vert, quand c'est bleu, ils disent bleu. Là, après l'expérience, finalement, ils discriminent moins bien. Le bleu, ils voient du vert tout le temps, ou presque. Et cela, y compris chez les sujets qui n'ont pas modifié explicitement leur réponse. Et qui d'ailleurs ont continué à répondre juste. C'est précisément ce qu'on appellera plus tard la conversion minoritaire, c'est-à-dire l'influence progressive, souterraine, galopante, dans la plupart des cas inconsciente. Donc une influence immédiate qu'on observe, et finalement quand on observe après coup la façon dont ils discriminent les couleurs, eh bien certaines personnes ont changé aussi dans l'après-coup, alors qu'elles avaient continué de répondre juste au cours de l'expérience. Mais après coup, finalement, leur discrimination entre le vert et le bleu a changé en faveur du vert. Alors, autrement dit, on a l'influence directe. Il y a environ 10%, 10 à 15% de gens dont la réponse est influencée, c'est-à-dire qu'ils changent d'attitude. Ces 10% ne se rendent pas compte de leur changement. C'est ça qui est extraordinaire en psychologie sociale. Ce qu'on appelle aussi, dans les cas extrêmes, puisque là on est sur du light, du gentillet, du bisounours, mais on a aussi le domaine de la manipulation mentale, de la psychiatrie noire. Alors là, c'est donc une influence inconsciente. Et comme elle est inconsciente, elle est peut-être plus répandue qu'il y paraît. Et voilà, c'est galopant, c'est par en dessous. C'est en double fond, comme on dirait en analyse transactionnelle. L'influence latente, alors on a l'influence directe. On a les 10% qui ne se rendent pas compte de leur changement, c'est une influence inconsciente. Et on a l'influence latente, c'est-à-dire inconsciente qui est en train d'opérer. Pour la mesurer, on note les 10% qui ont changé. Oui. Et pour les autres, on mesure le seuil de discrimination entre le bleu et vert. On observe que chez les sujets qui ont pourtant continué à fournir des réponses exactes pendant l'expérience, ce seuil s'est déplacé du bleu vers le vert par rapport au groupe témoin. Ces personnes se préparent donc inconsciemment à répondre autrement.
Damned. Une minorité dans un groupe influence donc les changements, oui, puisqu'on est à 2 personnes sur 6 dans un groupe de 8. Une minorité dans un groupe influence donc les changements dans les comportements à court terme et à plus long terme. Donc on rappelle que cette expérience ne porte pas sur des jugements, des croyances, mais sur des stimuli neutres. Bon, tout cela donne à réfléchir. J'ai beaucoup de plaisir à vous transmettre ça parce qu'effectivement, ce sont des travaux, vous voyez, qui commencent à dater maintenant un petit peu. Donc ça veut dire que si on a observé tout cela depuis des années, en fait, on sait un peu comment manipuler les cerveaux. Alors, il y a beaucoup de façons de manipuler nos cerveaux sans que l'on ne s'en rende compte, et pas qu'avec la psychologie sociale. Donc réfléchissez à cela et je reviens vers vous avec une autre petite vidéo bientôt. Merci de m'avoir écouté.